Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation où il sera question du feuilleton de l'été. Emmanuel va-t-il avouer son amour à Bernard et lui proposer de loger à l'hôtel Matignon où ils pourront se voir tous les jours, comme dans le bon vieux temps où il était ministre de François Hollande? Ou va-t-il proposer le mariage arrangé à Xavier Bertrand qui attend fébrilement dans l'antichambre en affectant de ne pas en avoir l'air? Et à moins qu'Emmanuel Macron donc ne décide de faire un choix plus hétéronormé, mais politiquement encore plus disruptif, comme on dit de nos jours, en répondant à l'offre royale qui lui a été faite par l'agité du Poitou, donc non pas Jean-Pierre Raffarin, mais Ségolène Royal, qui a dit qu'elle était disponible pour la République, évidemment, à moins que David Linard ne coiffe tout le monde au poteau, ou encore que nous ayons un gouvernement technique, comme on dit, ce qui pourrait bien être l'objectif final de toute cette palinodie. Alors, plus sérieusement, nous parlerons ensuite de la création de l'UDR, l'Union des droites pour la République, création donc de l'UDR par Éric Ciotti, et nous verrons si ce parti peut offrir des perspectives à droite. Des perspectives qui s'ouvrent, en tout cas, il y en a en Allemagne, où l'AfD, donc Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, donc, vient d'effectuer une percée historique. Nous reviendrons ensuite sur les émeutes contre l'immigration en Angleterre, qui peuvent à la fois être interprétées comme un chant du cygne de la vieille Angleterre, ou au contraire comme le réveil d'un peuple anglais qui n'a pas envie de mourir tout de suite. Ce sera aussi l'occasion de souligner l'hypocrisie d'un système qui passe son temps à expliquer que la répression n'est pas une solution pour lutter contre l'insécurité, mais qui réprime impitoyablement tous ceux qui lui déplaisent pour de vrai. Société et économie, enfin, nous parlerons de la marque danoise Lego, qui a trouvé une parade astucieuse pour enrayer la vente des jouets pour enfants en Europe. Eh bien, il s'agissait tout simplement de cibler leurs parents, qui sont joliment estampillés kidult dans le langage sociologique et mercatique, c'est-à-dire adolescents ou mal finis, comme on disait lapidairement dans les cours de récréation où j'évoluais moi-même il y a longtemps. Si nous en avons le temps, mais ce n'est pas certain, nous parlerons également des persécutions contre l'enseignement à domicile et les établissements d'excellence ayant le malheur d'être privés. Pour évoquer tous ces sujets, nous avons la joie et l'honneur, avec Françoise, d'accueillir les jouets pour adultes de la réinformation. Une étoile de la mort, une Lamborghini, évidemment. Avec donc Philippe Ménard, directeur de Politique Magazine, Hélène Delozin, normalienne, historienne, correspondante en France de la revue European Conservative, Xavier Van Lierde, journaliste, et Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, et Stéphane, donc, aux manettes. Alors, si vous voulez bien, nous commençons tout de suite. Ah oui, nous avons aussi Charles de Meyer. Charles de Meyer, est-ce que vous nous entendez? Non, apparemment, Charles ne nous entend pas. Charles de Meyer? Bon, eh bien écoutez, quand il nous entend, il nous fera signe. Mais en tout cas, je vois son image sur la caméra, donc normalement, il sera avec nous également, Charles de Meyer, président de SOS Chrétien d'Orient et collaborateur du groupe parlementaire de Marion Maréchal au Parlement européen. Alors, politique française, si vous voulez bien, le retour de Cazeneuve. La grande question, c'est est-ce que Cazeneuve sera nommé? Et si oui, est-ce qu'il tiendra encore moins longtemps qu'en 2017? Puisque je le rappelle pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, en 2017, il a été Premier ministre. Ça a duré 5 mois. Et il a le record du plus bref exercice en tant que Premier ministre. Donc voilà. La question, c'est qu'il a rencontré donc, ce matin Emmanuel Macron pour envisager sa nomination. Et ensuite, lui ont succédé Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors on imagine que ce n'était pas pour briguer le poste. Enfin, encore que, avec François Hollande, tout est possible. Je pense que Nicolas Sarkozy a un petit peu trop d'orgueil et voire de dignité pour essayer. Mais de Hollande, ce serait possible. Et ensuite, surtout, on a vu Xavier Bertrand donc, être reçu lui-même, je crois, à 16h45. Et pour l'instant, on n'a pas encore de retour, j'ai l'impression. On parle aussi de Thierry Baudet. Oui. Je ne sais pas si c'est un Baudet du Poitou, puisqu'on a fait allusion à Madame Ségolène Royal,
qui est le président du comité économique et social environnemental, c'est-à-dire un machin non élu. C'est le CESE, c'est ça? Oui. C'est le CESE, Oui. un machin qui avait jeté d'ailleurs à la poubelle Les 700 000 pétitions de la Manif pour tous. pétitions de la Manif pour tous, et qui, je trouve, incarnerait assez bien la dictature de l'extrême centre, puisqu'il n'est pas élu, mais il est parfaitement représentatif de toute une sorte d'oligarchie. Il vient du monde des mutuelles, ce qui dit bien ce que cela veut dire. Alors par contre, là, ce serait vraiment pour un gouvernement technique, puisqu'il ne représente aucun parti, il n'a aucun poids à l'Assemblée nationale, on est d'accord? En même temps, le CESE est censé être un organe gouvernemental qui vient juste après le Sénat. Oui, c'est censé être très important sur le papier. Sur le papier, c'est quelque chose d'important, c'est censé être représentatif, et surtout, Baudet est un lèche-botte de Macron très fidèle depuis plusieurs années. Il valide à peu près tout ce que Macron dit en matière de changements sociétaux. Donc ce serait quand même un choix plus politique que technique. Mais est-ce qu'il aurait un soutien quelconque? Pas plus que les autres, ni plus ni moins que les autres. Quelconque, oui, je pense que c'est bien le mot, effectivement. Xavier Van Lier, d'un mot? Ce serait véritablement un hold-up, mais un hold-up qui a commencé il y a longtemps, car le CESE est le complice, pourrait-on dire, de toutes les manipulations post-démocratiques qui étaient les conventions citoyennes à répétition lancées par Emmanuel Macron, et même par ses prédécesseurs, c'est une façon de court-circuiter quand même systématiquement l'Assemblée, ce qu'aime faire, comme on le sait, Emmanuel Macron. Donc au-delà des personnalités de Thierry Baudet, qui est quand même extrêmement inquiétante, il y a ce bidule, ce machin, comme disait Jean-Yves Le Gallou, qui depuis un moment déjà a pour principale utilité pour le pouvoir et l'oligarchie en place de donner des apparences de démocratie à des décisions qui ne le sont pas du tout. Un mot. Et à votre avis, est-ce que Cazeneuve a une chance? Oui, Cazeneuve a une chance, mais en fait, la seule chose que Emmanuel Macron vit, c'est pouvoir se nommer lui-même Premier ministre, soyons francs. Voilà, là, ce serait vraiment la synthèse à laquelle il aboutirait, ce serait une personnalité indiscutable, ce serait quelqu'un qui aurait vraiment mis l'intérêt de la France au-dessus de l'intérêt des partis. Et là, je pense qu'il n'y arrivera pas. C'est une vraie pitié. Là, il doit y avoir 2 ou 3 freins constitutionnels. On attend d'ailleurs que Laurent Fabius lui permette en fait de se nommer Premier ministre lui-même. Voilà, c'est imminent. Mais je pense quand même qu'il a... plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est pas tant une crise politique qu'une crise psychologique, pour ne pas dire psychiatrique. Je crois vraiment qu'il s'amuse beaucoup, qu'il prend plaisir à se mettre en scène son côté Jupiter, c'est-à-dire vraiment le fameux je crois qu'on maître des horloges. on peut aller jusqu'au mot de psychiatrique, hein. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que ça serait une victoire du narcissisme qu'il soit effectivement son propre Premier ministre. Alors on peut imaginer une sorte de tour de passe-passe institutionnel à la russe, comme le duel Poutine-Medvedev. Non, blague à part, je pense quand même que Cazeneuve peut encore avoir une toute petite chance, parce que pour définitivement dynamiter la gauche, ce qui évidemment fait partie aussi des objectifs de Macron, ça serait quand même une solution qui serait assez efficace à ce niveau-là. Parce qu'il a cette particularité d'être très fortement anti-LFI, presque aussi anti-LFI qu'il est anti-RN, ce qui est pas rien. Et, c'est le cas de Carole Delga aussi, la présidente de l'Occitanie. Ah, alors vous pouvez nous en parler un peu? Quelle est Carole Delga sa place dans le jeu? A été reçue par Macron au titre de présidente des régions, et elle-même préside la région Occitanie sur une base très anti-LFI, et évidemment, comme tout un chacun, aussi très anti-RN. Donc elle pourrait, et venant de la gauche par contre aussi. Oui, mais si je peux me permettre, le problème de Caroline Delga ou d'autres personnes qui sont en faveur de Bernard Cazeneuve, c'est qu'ils ne sont pas députés. Et ce dont a besoin Cazeneuve, c'est d'un soutien à la Chambre. Oui, en fait, mais parce qu'il a besoin de gens qui ne voteraient pas une motion de censure contre lui. Alors, il y trouvera peut-être d'ailleurs au Rassemblement national qui n'en est pas une stupidité près et qui, sous prétexte de montrer à quel point il est respectable, ne votera pas contre Cazeneuve, alors qu'il devrait systématiquement faire tomber tous les gouvernements que propose Emmanuel. Mais
là... Vous l'appelez Emmanuel? Oui, Ils sont très proches. voilà. On le note. Il m'appelait tout à l'heure. Ah. Et il y a quand même chez Cazeneuve l'idée d'un notable, mais qui en fait n'a pas d'appui véritable au sein du PS. Voilà. Ceux qui le soutiennent ne sont pas les députés, et les personnalités qui sont en sa faveur, en fait, n'ont pas de poids à la Chambre. C'est quand même un léger défaut dans la cuirasse. Et LFI est totalement hystérique à son encontre. Ben, Ça, voilà. Ah oui, notamment depuis l'affaire de Rémi Fraisse, parce qu'il était ministre de l'Intérieur lorsque ces militants gauchistes est mort à Sivins, donc la ZAD de Sivins, où il est mort, je crois, tout simplement parce qu'ils ont attaqué les CRS. Il a été grenadé. Il a reçu une grenade Oui. par hasard, et malheureusement pour lui, il en est mort, mais voilà, c'était pas un crime, quoi. Et Cazeneuve, à l'époque, en tant que ministre de l'Intérieur, avait quand même eu la décence de soutenir ses troupes, plutôt que les révolutionnaires gauchistes. Et donc, je pense qu'il lui voue une haine à peu près inextinguible. En tout cas, ils ont trouvé le moyen de déguiser leur opposition des vertus habituelles de la gauche. Et alors, est-ce qu'une personnalité droitière aurait une chance? L'abomination de la désolation pour moi, mais Xavier Bertrand, qui est peut-être droitière pour Xavier Bertrand, ça me qui est chiffonne un peu. peut-être pire que Cazeneuve. Je crois que je préfère Cazeneuve à Xavier Bertrand, mais néanmoins. Il est plus franc, comme m'aurait dit quelqu'un. Oui. Non, mais... Il est à la recherche d'un type humain et sociologique. Si vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît, Xavier. Comme ça va? Parfait. Alors, j'ai le sentiment que Macron est à la recherche d'un type humain et d'un type sociologique plus que de quelqu'un qui incarne une frange de l'opinion. C'est-à-dire qu'il ne découpe pas la société selon les résultats aux élections, il la découpe selon une autre grille qui est celle de plus sociologique ou économique, qui convient à quelqu'un qui appartient en fond à l'oligarchie. Quelqu'un qui appartient à l'oligarchie est quelqu'un qui est dans un monde post-politique. Et donc les tractations qu'il est en train d'effectuer, ces critères ne sont pas ceux de la politique ou des résultats des élections. Ces critères sont autres. Et ce sont ceux de l'oligarchie, c'est-à-dire de préserver un certain nombre de projets et de désirs qui sont ceux des puissants. En quelque sorte, c'est une sorte d'orléaniste. C'est-à-dire que si on fait le bilan de ces deux mandats, eh bien, ce qui lui sert de boussole, c'est la méfiance à l'égard du peuple. C'est-à-dire que s'il pouvait revenir à une sorte de scrutin censitaire, il le ferait. S'il peut s'appuyer sur des bidules non élus de soi-disant société civile, mais en fait qui sont une espèce de relais de la bourgeoisie et de la bourgeoisie d'État, qui est le Conseil économique, social et environnemental, eh bien, il le fait. C'est pourquoi, malgré tout, même si moi je crois encore au clivage droite-gauche, il y a quand même quelque chose comme des institutions vermoulues d'un côté et de l'autre, le peuple qui pousse. Mais on retrouve le clivage droite-gauche, c'est que le peuple pousse vers la droite en réalité. Oui. Charles de Meyer, est-ce que vous êtes avec nous? En tout cas, je vous entends parfaitement. J'espère que c'est aussi votre cas. C'est réciproque. Alors, parfait. Alors, nous étions en train de parler des espèces de jeux de chaises musicales qui se passent actuellement à l'Élysée pour savoir qui sera notre prochain Premier ministre. Donc, nous avons évoqué Cazeneuve, reçu ce matin, Xavier Bertrand, le président du CESE, également Ségolène Royal. Alors, je vais vous la citer parce que c'est quand même... rigolo, moi j'ai une petite affection pour Ségolène Royal, parce qu'elle me fait rire. Pour elle, a-t-elle dit, le bon choix du Premier ministre, c'est quelqu'un qui va apaiser la France et faire en sorte qu'il n'y ait plus de désordre. Suivez mon regard. C'est dans ce cadre que j'ai dit ma disponibilité républicaine, et je pense avoir cette capacité et l'avoir démontré. Alors, Charles de Meyer, est-ce que Ségolène Royal vous a convaincu? Est-ce que vous préférez Cazeneuve? Est-ce que vous préférez Xavier Bertrand? Et que pensez-vous de tout ce bazar, pour dire les choses simplement? Bon, d'habitude, on ne me commande pas de faire des commentaires sur les disponibilités républicaines. Il y a plus experts que moi autour du plateau, comme Philippe Ménard, par exemple. Merci. Mais il me semble cependant qu'on oublie une des données dans notre analyse. C'est la possibilité pour Emmanuel Macron d'en revenir à la source propre du macronisme, c'est-à-dire au débauchage intermittent. Je vous trouvais très optimiste sur la capacité de résistance des députés socialistes miraculeusement élus à la Chambre, de résister au fait d'avoir un Marocain
complètement inespéré pour eux il y a 6 mois ou 1 an, et de ne pas y céder. Vous faites aussi grand cas, je trouve, de la capacité de résistance d'une partie des gens qui sont autour de Laurent Wauquiez, qui sentent bien qu'ils ont sauvé les meubles aux précédentes élections, mais que leur espoir commun, et pour ce qui est d'une partie du camp des ex-républicains, de ce qu'ils jugent être leur destin normal, c'est-à-dire de devenir ministre ou au pire secrétaire d'État, pourrait finir par leur passer sous le nez. Il est tout à fait possible, je pense, que Emmanuel Macron, une fois qu'il aura épuisé la chanson des partis qui empêchent la France et le peuple français d'être gouverné, qu'il réinvente finalement quelqu'un de ses écuries personnelles, quelqu'un comme Julien de Normandie par exemple, et que par une série de débauchages bien vus, ils finissent par un gouvernement macroniste un peu crépusculaire, mais qui finalement, du fait des dissensions entre les oppositions, pourrait survivre. Finalement, je trouve que Emmanuel Macron a une partition assez amusante à jouer dans sa situation, enfin amusante pour lui, hein, évidemment, pas pour Oui, les Français, et qu'il ne la joue pas, et qu'il ne la joue pas si mal. d'accord. Ah bah écoutez, pourquoi pas. Donc Macron, et pourquoi pas, c'est vrai que Macron pourrait avoir l'air de bien se débrouiller. Si on considère en plus que tout ce tour de table consiste ensuite à dire de toute manière, personne n'arrive à s'entendre. Alors, Charles de Meyer, quand vous parlez de retour aux sources de la Macronie, est-ce que précisément ce gouvernement de technocrates, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce qui nous pend au nez et que c'est un peu le souhait d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire de dire en fait, vous les Gaulois réfractaires, vous êtes infichus de vous entendre, même au plus haut niveau, alors boum, pendant 1 an, on va faire comme les Belges, comme les Italiens, comme aux Pays-Bas. On s'en est bien sorti et c'est une manière en plus peut-être d'humilier l'Assemblée nationale. Et je pense, on en revient à ce côté psychiatrique, on ne m'enlèvera pas l'idée que Emmanuel Macron a quand même un plaisir narcissique extrême à se jouer des institutions, des règles, etc. et à montrer que c'est lui le plus malin, c'est lui le plus habile, c'est lui qui lance les grenades dégoupillées dans les jambes. Hélène Delezin. Oui, et si on reprend un petit peu de hauteur, c'est vrai que moi, ce qui m'a stupéfié à l'annonce des résultats des élections législatives, c'est qu'ils s'en tirent effroyablement bien, en fait. Moi, j'aurais rêvé qu'ils se prennent une tollée absolument magistrale, et ce n'est pas le cas. Un peu d'objectivité, s'il vous plaît, vous êtes à Radio Courtoisie. Ah oui, mais je défends un organe conservateur. C'est très drôle d'ailleurs, parce que j'ai été contactée par la BBC il y a 2 semaines, qui m'a dit « Ah, ça tombe bien, vous pourrez défendre le parti d'Emmanuel Macron ». Je lui ai dit « Écoutez, je suis désolée, mais je suis pas forcément sûre que je sois la bonne personne pour cet office. » Non, mais il s'en tire remarquablement bien. Et c'est vrai que, compte tenu du personnage qui a quand même, il faut bien le dire, un certain génie en la matière, il est tout à fait possible qu'il s'en sorte très bien par une pirouette qui lui permette tout simplement de conserver son pouvoir et de tout concentrer entre ses mains. Bon, on va donner la parole à quelques auditeurs de Radio Courtoisie. Vous pouvez, chers auditeurs, je vous le rappelle, nous donner votre avis en écrivant un courriel à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Un auditeur de Radio Courtoisie. Messieurs, comprenez que le Premier ministre devra être franc-maçon. Borne, Attal, Cazeneuve, Hollande, Castex, etc. C'est la garantie de l'appartenance et de la soumission au régime. Les partis ne représentent rien. Alors, je ne sais pas si toutes les personnes citées sont affiliées à la franc-maçonnerie. Voilà, ça reste à vérifier. Un auditeur, pouvez-vous rappeler que M. Xavier Bertrand a déclaré officiellement que s'il avait à choisir entre un communiste et un candidat du Rassemblement national, il n'hésiterait pas à voter communiste. Il l'a fait d'ailleurs. Oui. Il l'a fait d'ailleurs. Oui. Bon, c'est pour ça que c'est un homme de parole, c'est une qualité. Il est pire que Cazeneuve. Une auditrice, sur la couverture du Nouvel Observateur du 9 janvier 2013, nous avons la photo de tous ceux qui sont au gouvernement sous le titre « C'est francs-maçons qui nous gouvernent ». Rien n'a changé et M. Macron prend ses ordres de Sarkozy dont il est le suppléant. Alors ça, je ne suis pas certain qu'il soit directement sous les ordres de Nicolas Sarkozy, mais bon, en tout cas, il représente une caste qui est cette super classe mondiale où là, on peut dire effectivement qu'ils doivent se croiser et peut-être s'apprécier. Alors, on va passer au sujet suivant, si tout le monde a donné son avis et sa vision sur ce que peut faire Emmanuel Macron. Maintenant, c'est Ciotti. Alors, à Levins, je ne sais pas si on prononce comme ça, dans les Alpes-Maritimes en tout cas, Éric Ciotti vient d'annoncer la création de l'UDR, donc l'Union pour... je ne sais même plus ce que ça veut dire. L'Union des droites pour la République. Oui, l'Union des droites pour la République, merci. Donc, dans le prolongement de son alliance avec le Rassemblement national, Ciotti poursuit son projet d'union des droites en estimant, dit-il, qu'il est le seul chemin possible pour redresser la France.
Alors, il est venu seul à Lévins, donc sans avoir invité de représentants du RN. Oui. À votre avis, est-ce que Ciotti peut exister? Donc, il avait annoncé au début qu'il avait annoncé à la direction du Rassemblement national qu'il arriverait avec un groupe de 40 députés, ce qui était quand même considérable. En réalité, si on dit vrai, donc sous réserve que l'on se trompe, mais c'est en tout cas ce qui se dit, il n'avait pas prévenu ces 40 députés qu'ils allaient le rejoindre, et ils ne l'ont pas fait, c'est ballot. Résultat, il est avec 16 personnes qu'il a généralement débauchées, plutôt dans le parti d'Éric Zemmour que ALR. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que Ciotti peut exister? Que représente cette UDR? Et qu'est-ce que cela vous inspire à tous? Jean-Yves Le Gallou. Moi, je crois qu'il y a un créneau sur la défense de l'identité, la défense des frontières, la défense de la sécurité. Il y a un créneau à côté du Rassemblement national. Bon. Ce créneau a été pris à un moment par Reconquête, qui a subi un certain nombre d'avanies électorales. Ciotti essaye de reprendre ce créneau. Alors, est-ce qu'il y parviendra ou pas? Je ne sais pas, parce que Zemmour avait pris le créneau en étant assez transgressif et en se faisant entendre, puisque ce qu'avait fait Zemmour, c'était au fond gagner des électeurs, entre guillemets, plus bourgeois, plus modérés, sociologiquement différents des électeurs de Marine Le Pen, mais sur une base, de fait, plus radicale que Marine Le Pen, et en disant des choses que Marine Le Pen, finalement, ne disait plus. Est-ce que Ciotti peut reprendre ce créneau ou non? C'est pas impossible. Je note qu'il a mis parmi les points phares de son programme la préférence nationale, qui a quand même longtemps été un tabou chez ses anciens amis politiques du RPR. Je pense qu'il y a un créneau. Est-ce qu'il peut l'occuper? C'est à voir. Il faudrait qu'il n'ait pas trop peur de son ombre. Voilà. Si j'avais un conseil à lui donner, il va falloir qu'il assume jusqu'au bout sa transgression. C'est pas certain qu'il le fasse. Hélène Delozin. Oui, je partage l'analyse de Jean-Yves Le Gallou sur cette notion de créneau. C'est très clair qu'il y a cette béance dans l'échiquier politique français depuis un moment. Et j'avais été très sensible au tout début de l'aventure de Zemmour, sa capacité justement à reconvoquer l'étiquette du RPR de jadis. Et je regrette personnellement qu'il n'ait pas davantage creusé politiquement ce sillon-là, avec l'énergie qui était la sienne, mais aussi avec cette capacité à aller chercher cet ancien créneau politique qui était inoccupé. Donc Ciotti, clairement, a senti cela. Et ça, c'est une bonne chose. Et les éléments de son programme sur lesquels il a déjà communiqué sont évidemment positifs. La fin du droit du sol, la préférence nationale, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il est la bonne personne pour incarner ce créneau? C'est compliqué. Les circonstances dans lesquelles il émerge sont difficiles. Évidemment, la bisbille au sein des Républicains, les procès qui lui ont donné raison dans un premier temps, mais qui étaient des procès uniquement sur la forme et pas sur le fond, je pense, vont finir par se retourner contre lui. Donc, les circonstances de naissance de son mouvement sont compliquées. Et puis, j'ajouterais quelque chose qui est un point de vue peut-être totalement subjectif, mais je pense qu'il est fondé. Malheureusement, ça fait un moment que la République française est fâchée avec le Sud. Et que depuis Vincent Auriol, on n'a pas beaucoup de personnes du Sud, marquées du Sud, qui arrivent à s'imposer au niveau national. Et je pense que cet enracinement ciotesque va forcément lui porter préjudice au niveau national. Et ça n'est pas rien si justement, dans ce rassemblement de Levins, il a insisté sur le fait qu'il allait repartir à la conquête de la mairie de Nice. Oui. Voilà. Mais à mon avis, on ne peut pas courir à la fois la mairie de Nice et la présidence de la République. Oui, ça, et là, on a l'impression qu'il a peut-être même déjà admis le lot de consolation. Enfin, pardon, c'est ça. Ça sonnait un peu comme ça, en tout cas. Enfin, oui, c'est comme ça que j'ai compris. Et objectivement, dans son choix transgressif, parce que c'est transgressif de la part de quelqu'un venant du RPR ou de LR de faire une alliance avec le RN, il y avait tout simplement l'arithmétique électorale locale. Ah bah bien sûr. Voilà, c'était aussi la manière de sauver, en attendant de conquérir éventuellement la mairie de Nice, c'était la manière de sauver son siège. Oui. Alors, pardon, j'abonde dans votre sens, Jean-Yves Le Gallou, parce que j'ai rien contre Éric Ciotti en particulier. Je trouve que c'est bien ce qu'il a fait.
Mais de là à croire que ça part d'une démarche tout à fait sincère, je mettrai un petit bémol pour 2 raisons. D'abord, il a quand même appelé, il n'a pas du tout félicité par exemple Thierry Mariani. Quand Thierry Mariani, il y a plus de 2 ans, il y a plus que ça même, il y a 5 ans maintenant, a rejoint le Rassemblement national en disant, en gros, LR c'est bien, mais c'est devenu un club de copains, où en gros, il y a ceux qui veulent agir politiquement et s'allier avec le RN, et puis il y a ceux qui veulent simplement se retrouver au centre. Mais en fait, le parti n'a plus d'axe commun, quoi. C'est-à-dire c'est devenu 2 clubs séparés. Et ensuite, pendant les régionales, il faut se souvenir que Ciotti a appelé à voter Muselier et pas Mariani. Et ça, c'est un petit peu gênant quand on explique qu'ensuite, on voit l'intérêt de la France et le patriotisme, et à droite tout, et pimpon. Non, mais ça fait bizarre. Le côté hussard qui part au combat pour sauver la France et les valeurs de la France, et qui en même temps appelle à voter Muselier. Bon, enfin, pardon. Alors, je pense qu'il faut insister sur la responsabilité de l'UDR, du RPR, enfin de l'ancienne UDR, du RPR et de LR dans la situation de la France. Lors des élections législatives, les députés sortant LR souhaitaient être élus, c'est humain, ça fait partie de la nature politique des choses. Mais ils pouvaient être élus en alliance, pour beaucoup, en alliance avec le Rassemblement national, ou en alliance avec la gauche s'ils ne faisaient pas alliance avec le Rassemblement national. Et c'est cette solution qu'ils ont choisie. Je prends l'exemple de Wauquiez ou de Marlex, qui sont réputés, supposés être des élus républicains plutôt de droite. Ils ont été élus avec les voix de la gauche. Ah oui. Alors qu'ils auraient pu être réélus avec les voix du Rassemblement national. Et ça changeait radicalement la situation. Et donc, les élus LR, globalement, à l'exception de Ciotti, pratiquement, ont à nouveau conforté le système, comme ils avaient conforté le système il y a 25 ans ou 30 ans, en refusant les alliances avec, à l'époque, le Front National, et en livrant des dizaines de villes à la gauche et à l'immigration. Dans la situation actuelle du pays, il y a une responsabilité considérable des héritiers de l'UDR, du RPR et de LR. Xavier Van Leert voulait intervenir sur cette affaire Ciotti. Oui, pour habiter moi-même la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je peux confirmer que sa décision est certainement due à un rapport de force local différent de celui qui peut exister ailleurs, mais aussi, néanmoins, au-delà de ce rapport de force, d'une sensibilité spécifique de la droite dans le sud de la France. Une sensibilité d'ailleurs qui traverse même un parti comme le RN. On sait que le RN du sud de la France n'est pas tout à fait le même que le RN du nord de la France et d'Hénin-Beaumont. C'est-à-dire qu'il y a des inflexions programmatiques et des types humains assez différents. C'est joli. Je pense que Ciotti, il a une carte à jouer qui est au-delà d'incarner une frange spécifique. C'est une sensibilité et qui, quand même, à mon avis, peut faire un petit peu tache d'huile. C'est-à-dire que quand même cette nécessité d'une union des droites commence quand même peu à peu ou pourrait s'imposer dans le débat national. D'ailleurs, on voit que lorsqu'elle ne se produit pas, on aboutit à un blocage institutionnel qui est celui dont on parlait en début d'émission. S'il y avait eu une union des droites, nous aurions eu une majorité cohérente. Et je rappelle ce que disait sans cesse Éric Zemmour, lui-même partisan d'union des droites lors de la campagne présidentielle. Lorsqu'on prend les grands problèmes auxquels sont confrontés les Français et la France pour son avenir, eh bien, il se dégage toujours d'immenses majorités de Français au-delà même des clivages, mais particulièrement au sein des électeurs de droite, quelle que soit leur étiquette. Et ce qui est quand même le beau geste d'Éric Ciotti, c'est d'avoir pris acte de cela, alors que les autres barons qui ont refusé de le suivre ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'au-delà de l'intérêt électoral, il y a une cohérence quand même des aspirations, et c'est quand même extrêmement navrant qu'elle ne s'incarne pas, si ce n'est dans un mouvement, dans une dynamique. Et par ailleurs, Éric Ciotti lui-même, vous disiez en même temps, je trouve qu'il a évolué. C'est-à-dire petit à petit, quand même, il a gagné l'appareil LR avec un programme extrêmement droitier. Et il est le fruit d'une évolution qui lui est à la fois personnelle, mais qui est aussi certainement celle de la plupart des militants de ce parti. Donc tout n'est pas joué, même si de fait, il y a un petit risque quand même qui se mette à incarner quelque chose comme une tendance de la droite limitée au sud de la France et peut-être à une partie du couloir rhodanien. Voilà. Charles de Meyer. Bon, plusieurs choses. D'abord, je vais rester discret puisque j'ai été très présent lors de l'épisode que vous avez rappelé du non-soutien
Thierry Mariani lors des élections régionales. Je pense qu'il faut analyser ce qu'il s'est produit comme un accélérateur de la volonté d'Éric Ciotti de prendre ses distances. Je rappelle quand même ce qui s'est produit. Les Républicains ont donné sur un plateau la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Renaud Muselier, dont chacun savait qu'il finirait par rejoindre Emmanuel Macron. Donc, ils ont donné une région au camp présidentiel plutôt que d'essayer de la conserver au moins en alliance pour eux. C'est quand même un élément assez inédit vu l'importance des régions aujourd'hui. Et les Républicains de l'époque, contrairement à ce que Ciotti avait annoncé vouloir faire, c'est-à-dire au moins rester neutre, voire soutenir tacitement la candidature de Mariani, ont fait des pressions énormes pour qu'il soit obligé, notamment sur les avantages qu'il avait à l'époque à l'Assemblée nationale, pour qu'il soit obligé de retirer ce soutien. Donc je pense que ça a été un accélérateur aussi de sa prise de conscience, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on aurait évidemment préféré que le parti s'appelât l'Union des droites pour la France et pas l'Union des droites pour la République, mais j'imagine que l'acronyme était un peu embarrassant pour être pris. Et c'est assez symptomatique du troisième point, c'est la liaison que je voulais faire. Et ce que vous avez un peu effleuré, Pierre-Alexandre Bouclet, c'est que tout le monde a bien compris qu'il y avait une possibilité d'un satellite à droite intéressant autour du Rassemblement national. C'est la volonté claire et affichée de Marion Maréchal, c'est la volonté claire et affichée de Reconquête, et en tout cas d'Éric Zemmour, c'est la volonté maintenant affichée pour Éric Ciotti. Donc on voit bien que la droite intéresse, mais pour qu'elle soit intéressante, il faudrait qu'elle précise un petit peu ce qu'elle entend faire, puisque cette union des droites, elle nécessite donc de se distinguer du Rassemblement national. Et en quoi peut-elle se distinguer? J'ai mis 3 points, et je pense que celui qui sera le plus clair sur ces questions l'emportera. D'abord, Jean-Yves Le Gallou y a fait mention, c'est évidemment une position claire et structurée de la droite sur la question de la nationalité, évidemment sur la question de la préférence nationale, mais ça, Jean-Yves a fait le travail il y a déjà longtemps et tout le monde sait où il faut aller, mais également sur un certain nombre de questions, dont l'une taboue encore à droite, c'est-à-dire la question de la remigration, de la réémigration, sans laquelle l'architecture complète de cette question n'est pas crédible en réalité. Le deuxième point, c'est évidemment le conservatisme social. On le voit de manière très avancée à Bruxelles. La droite la plus démissionnaire d'Europe, ou une des plus démissionnaires d'Europe sur les questions sociales, c'est la droite française. Les Italiens sont beaucoup plus courageux, une partie des Allemands sont plus courageux, sans parler des Espagnols, etc. etc. Donc il faudra avoir le courage d'affirmer un certain nombre de ces positions, et je pense que celui qui sera le plus clair l'emportera. Et puis le troisième point, c'est évidemment la question des hommes et des femmes. Et sur cette question des hommes et des femmes, il y a fort à parier que des talents sont présents dans ces trois mouvements, et on espère qu'ils auront l'occasion d'éclore en ayant rapidement des responsabilités. Il faudrait pour cela qu'ils aient rapidement l'occasion de se présenter aux élections, et je crois que ce sera une des vagues intéressantes à analyser dans les années à venir. Eh ben, merci beaucoup Charles de Meyer. Philippe Ménard voulait rebondir sur le positif. Charles de Meyer a parfaitement raison de souligner que le principal intérêt de la création de l'UDR, c'est que tous ceux qui ont été vomis par le Rassemblement national, ou tous ceux qui ont échoué à cause de l'échec de Reconquête, vont à nouveau pouvoir avoir une surface d'expression. Et ça, on peut remercier Éric Ciotti de la leur donner. Ça, c'est vraiment le côté positif. Le côté négatif, c'est que Éric Ciotti, qui va se faire virer des LR, a désespérément besoin de créer son propre parti pour éviter de se retrouver, même pas le derrière entre deux chaises, mais les fesses par terre. Et donc, on peut quand même penser que la création de l'UDR par Ciotti est un pur calcul électoral et d'appareil qui lui permet d'avoir une légitimité républicaine, et là on sait à quel point l'adjectif pour le coup est justifié, en matière de création de partis et tous les avantages qui vont avec une fois qu'on est... Financement public, je disais avantages, mais effectivement on pourrait parler de toutes les prébendes. Il est quand même fascinant qu'un type qui se rapproche du Rassemblement national crée un truc qui s'appelle Union et qui n'est pas à l'intérieur du Rassemblement. Donc là, on est quand même sur des éléments de langage où
chacun clame à quel point il a envie que les autres... rassembler. À quel point il a envie que tout le monde s'unisse, pourvu que ce soit autour de lui et pas avec les autres. C'est quand même... C'est comme le PS qui nous annonce qu'il faut une candidature unique en 2027, mais on n'exclut pas de se présenter tout seul. Voilà. J'ai trouvé que c'était magnifique. Voilà, et c'est exactement le même mouvement. Et autrement dit, quand en plus... L'union est un combat. Voilà, et quand en plus Ciotti annonce que ce qui vide, c'est vraiment la mairie de Nice, il est quand même en train de nous expliquer qu'il est en train de fermer sa parenthèse nationale, mais qu'il entend bien en profiter jusqu'au bout. Donc là, je serais très très loin de fonder un quelconque espoir, sauf à ce qu'effectivement ils réussissent à filer les clés à quelqu'un qui puisse s'en emparer. Et... Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Philippe Hénard. J'aimerais être plus ambitieux qu'Éric Ciotti. C'est-à-dire que ce matin, je réfléchissais profondément à l'avenir d'Éric Ciotti, et c'est vrai que la mairie de Nice... Quelle méditation. Exactement. Du haut des cimes. mais si Éric Ciotti le savait, il aurait été exalté. Quoi. Ben oui. Mais en fait, j'ai du mal... Alors pourquoi pas, peut-être que sa vraie ambition, c'est la mairie de Nice, mais je me disais, quitte à être à sa place, à créer cette union des droites républicaines, machin, pourquoi ne pas essayer, par rapport à son alliance avec le Rassemblement national, de faire au Rassemblement national ce que les jeunes appellent une Sarkozy. C'est-à-dire de se dire, en fait, je suis, avec mon union des droites, mon programme bien carré, bien dur, mais néanmoins républicain, une force de contournement du barrage républicain, du front républicain. Donc je suis une alternative au Rassemblement national, tout comme Sarkozy s'était présenté comme l'alternative au Front national, c'est-à-dire siphonner. C'est-à-dire que le petit satellite, la boule de houx, de Guy, sur le chêne, se dit je vais devenir l'arbre à la place de l'arbre, quoi. C'est la métaphore et l'image est imagée, mais il y a peut-être un côté siphon dans tout ça. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut être une opportunité. Et faire une Sarkozy nécessite d'avoir un Sarkozy. C'est ce que j'allais dire. Il y a une question de personne. Il y a une question de personne, de tempérament, de personnalité. Et Ciotti n'est pas Sarkozy. Ça, Pierre-Alexandre, je pense que vous pensez Ciotti mieux que Ciotti lui-même. Je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'aurais eu comme idée à sa place. Tant qu'à faire, Mais voilà. Je pense qu'il y a un créneau qui est inoccupé aujourd'hui et qui pourrait être une pièce manquante dans un dispositif de droite. Ce serait quelque chose comme un mouvement poujadiste, extrêmement virulent contre la fiscalité, contre le poids de l'État qui, par ailleurs, brime les Français et mène des politiques qui sont contraires à ses intérêts. Et je pense que vraiment, les gens n'en peuvent plus du poids de la fiscalité, du poids des règles, des normes qui réduisent les libertés, et qu'il y a matière à faire quelque chose d'assez cohérent, quelque chose qui pourrait s'exprimer de façon un peu vulgaire, mais qui a été souligné par quelqu'un d'intelligent qui est Jérôme Fourquet, et qui parcourt là vraiment toute la sociologie française, c'est le ras-le-bol des cassos, des profiteurs, qui recoupent d'ailleurs en grande partie la thématique de l'immigration, donc ça peut s'articuler. Pas d'amalgame. Non mais j'ai dit recoupe. Oui. Recouper, ce n'est pas l'ensemble, mais ça recoupe. Voilà. Donc ça peut éventuellement croiser. Incontestablement, ces ensembles se recoupent, et je trouve que ce discours n'est pas assez porté, alors que l'exaspération monte dans de nombreux segments. Ça peut regrouper à la fois les propriétaires, les petits propriétaires immobiliers, les patrons de PME, de TPE, l'ensemble des gens qui ont l'impression de tenir à bout de bras l'ensemble du système. Et comme on se profile vers quand même un risque de défaut de la France, de mise sous tutelle, les questions fiscales vont prendre une importance croissante. Il y a probablement une petite OPA à faire sur ces questions-là. C'est dommage que certains de nos amis ne prennent pas date. Et pour quelqu'un qui se situe à la fois en satellite, pour tous ceux qui se situent en satellite du RN, le RN ayant quand même eu plutôt, à tort, à raison, en tout cas, une image extrêmement étatiste, colbertiste, et puis surtout un discours un peu avec un état Big Mother qui va prendre soin. Voilà, il y a un certain nombre de gens qui sont orphelins, qui ont une mentalité d'entrepreneurs, qui sont plutôt fiers de travailler, qui placent une forme de virilité de leur autonomie, qui ne se sentent pas représentés par ce discours-là et cette sensibilité-là dominante aujourd'hui au sein du RN, notamment autour de Marine Le Pen. Voilà, je jetais cette idée comme une bouteille à la mer.
en espérant qu'elle soit saisie par quelqu'un. Alors, je donne la conclusion à Jean-Yves Le Gallou, ensuite on lira quelques messages d'auditeurs et on parlera de l'AFD. Ce qu'a dit Xavier, c'était un peu le créneau de Zemmour. Zemmour avait un créneau assez libéral et critique des dépenses, d'un certain nombre de dépenses de l'État. 2, c'est le créneau de Lisnard. Créneau de Lisnard. Or, c'est vrai plus libéral que le créneau, que conservateur. En plus libéral que conservateur, mais c'est vrai que le créneau critique des dépenses rejoint la critique politique, parce que les dépenses, beaucoup de dépenses, sont des dépenses nuisibles. Les dépenses de subventions aux syndicats, les dépenses de subventions aux associations politisées, les dépenses de subventions à la presse, les dépenses de subventions d'encouragement à l'immigration sont des dépenses nuisibles. Et d'ailleurs, à la modeste échelle de Polémia, nous allons reprendre cette balle au bond, puisque le 16 novembre, nous organiserons le forum de la dissidence sur le thème des dépenses nuisibles. Parce qu'on passe son temps à dire on ne peut pas toucher aux dépenses, c'est utile, on ne peut pas toucher à la culture, on ne peut pas toucher à l'éducation, on ne peut pas toucher... Eh bien si, parce qu'il y a beaucoup de dépenses publiques qui non seulement creusent le déficit, ce qui est une chose, creusent la dette, mais sont nuisibles. C'est-à-dire qu'on gagnerait à les supprimer. Eh bien écoutez, ça, on y reviendra d'ailleurs d'ici novembre, on aura le temps, mais j'invite donc déjà les auditeurs à prendre leur petit calendrier et à noter donc novembre le colloque de Polémia sur les dépenses nuisibles. Si on a fini avec Ciotti, eh bien on va lire quelques messages d'auditeurs qui ont aussi peut-être un avis à donner sur, tout à fait, sur son mouvement. Oui. Alors un auditeur de Radio Courtoisie: que Ciotti soit sincère ou non, on s'en fiche, c'est le résultat qui compte. Il faut gagner quoi qu'il en coûte, contre la gauche macronarde et contre l'extrême gauche. C'est une question de survie. Un autre auditeur: l'UDR est fondé par De Gaulle, comme quoi on en revient toujours au traître qui se nomma chef de gouvernement de façon illégale et condamna le pouvoir légal. Et personne ne le rappelle. Un autre auditeur... Eh bien c'est à ça que servent les messages d'auditeurs. Bonsoir à tous. Ciotti n'est pas très intelligent. Il a suivi Sarkozy et réclamait des sanctions contre qui ne lirait pas la lettre de Guy Môquet. Mais bon, à la guerre, on ne choisit pas ses alliés. Une auditrice de Radio Courtoisie: il me semble que l'UDR a déjà existé au temps des gaullistes et M. Ciotti essaie de trouver une parade, alors que la vérité est que la France, qui a voté pour Marine Le Pen, est ostracisée chez elle et qu'il faut qu'elle se lève comme au temps des grandes révolutions contre les forces sataniques qui gouvernent le monde. Un autre auditeur: est-ce que M. Macron a besoin d'un Premier ministre? Est-ce que le Premier est utile dans l'état actuel du quinquennat? Ça, c'est la vaste question à laquelle on a essayé de répondre tout à l'heure. Alors, merci en tout cas. Nous passons maintenant au sujet suivant. Juste peut-être un point mot, sur le plan technique. La Constitution de la Ve République a un côté un peu mal foutu, surtout dans la dérive qu'elle a connue, puisqu'il y a d'un côté le président et de l'autre le Premier ministre. Or, il se trouve que ce qui met en action l'administration, c'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre. Ce sont les réunions à Matignon, ce sont les réunions interministérielles à Matignon. Et toute la dérive de la Ve République, notamment avec Sarkozy, aujourd'hui avec Macron, c'est que le pouvoir est à l'Élysée, mais la réalité, c'est que l'opérationnel, il est à Matignon. Oui, ça c'est vrai, effectivement aussi, oui. Alors, sur ces fortes paroles, un rebond ou on passe à nos Allemands? Non, passons aux Allemands. Allez. Allons-y. Alors, on sent l'enthousiasme. Le vilain petit canard du populisme que même le RN rejette, donc vient d'accomplir une percée que les médias ont jugée historique. Lors des 2 élections donc régionales qui viennent d'avoir lieu, en Thuringe et en Saxe, donc le parti nationaliste Alternative für Deutschland, donc l'alternative pour l'Allemagne, a récolté près de 30% des suffrages à chaque fois, finissant en tête donc en Thuringe et en 2e place en Saxe. Alors, comment, selon vous, expliquer cette percée? Là, je donne tout de suite la parole à Hélène Delozin, qui est experte du monde germanique. Vous avez écrit, je crois, une histoire de l'Autriche. Tout à fait. Et donc, je rappelle que vous êtes la correspondante en France de la revue The European Conservative.
Donc le conservateur européen. Le conservateur européen. Alors effectivement, nous suivons de près depuis nos postes divers et variés à Budapest, à Vienne, à Bruxelles et aussi à Paris, ce qui se passe en Allemagne. Et donc, le score de l'AfD en Thuringe et en Saxe n'a rien d'étonnant ni d'imprévisible compte tenu de l'actualité allemande. Il faut quand même dire que la conjonction des élections avec Solingen, effectivement l'attentat au couteau, dans la ville du couteau, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Solingen, c'est un peu le tiers allemand, c'est la ville où on fabrique les couteaux. Donc c'est quand même un clin d'œil assez terrible. Donc compte tenu de cette actualité, ça n'est pas très étonnant. Et puis ça, c'est évidemment sur le temps court, mais sur le temps long, les choix posés par les gouvernements allemands, quels qu'ils soient de grande coalition, qu'ils soient avec une dominante de la CDU depuis des années, on a eu des choix systématiques pro-immigration, et il arrive un moment effectivement où ça sature. Et là, on en a eu l'expression dans les urnes. J'ajouterais autre chose qui me paraît important, c'est l'effet bloc de l'Est, si je puis dire. La Thuringe et la Saxe sont deux États de l'ancienne RDA. Et si on prend de la hauteur à l'échelle européenne, on voit qu'il y a une résistance de tous les anciens pays du bloc de l'Est. On a tendance à oublier que la RDA en faisait partie puisqu'il y a eu la réunification. On pense à la Pologne, on pense à la Hongrie, on pense à la Slovaquie, mais la RDA, même si elle a cette position particulière, c'est un ancien pays de l'Est, si je puis dire. Et pour moi, ce n'est pas un hasard si on observe ces résultats en Thuringe et en Saxe, parce que ce bloc de l'Est a eu en quelque sorte un effet de congélation pendant toutes ces années soviétiques, de domination soviétique, et reste finalement, n'a pas été contaminé de la même manière que l'Europe occidentale par le cosmopolitisme, le fait de larguer les identités nationales, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le conservatisme est beaucoup plus actif à l'est de l'Europe qu'à l'ouest. Même la Pologne, on a tenté de lui mettre un gouvernement libéral, mais ça résiste quand même. C'est plus compliqué que ça. Évidemment, après, la Hongrie représente l'avant-poste de ce conservatisme. Donc voilà, il y a du temps court, du temps long et un cas particulier de cette Allemagne de l'Est qui explique cette double victoire. Alors, une vraie victoire dans le cas de la Thuringe, puisque l'AfD arrive en tête, ce qui n'était jamais arrivé, et en deuxième position en Saxe. Alors évidemment, si on ajoute les voix de la CDU, donc qui est le parti de centre-droit allemand, qui s'est, comme l'UMP, les RPR, etc., avec un phénomène parallèle à ce qu'on a connu en France, qui s'est un peu vidé de sa substance et qui s'est dédroitisé de manière assez dramatique depuis quelques années. Si on ajoute l'AfD et la CDU, on est au-dessus de 55%, donc c'est énorme. Mais on a une situation de blocage que nous, on connaît bien, parce que la position actuelle de la CDU, c'est pas d'alliance. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour le moment ? Eh bien, évidemment, ces victoires pourraient être des victoires sans lendemain. Oui, effectivement, il y a un cordon sanitaire, selon l'expression des journalistes, donc, où, quand il s'agit de parler de démocratie, on nous parle tout de suite de santé. Alors, c'est soit la santé mentale des opposants, soit la santé républicaine, qui est la même en France et en Allemagne. Moi, je voudrais ajouter à l'excellente analyse d'Hélène de Lozin un élément qui me paraît aussi bien spécifique au cas allemand, qui est le succès du parti de Sarah Wagenknecht, donc l'ancienne de Die Linke, donc le parti d'extrême gauche, qui a largué les amarres il y a un an, il y a un peu plus d'un an, qui était pour la première fois présente à ces élections et qui a remporté qui a fait 12 et 16%, et qui a une ligne tout à fait intéressante, puisque elle est anti-immigrationniste, elle est pacifiste, autrement dit, elle est à rebours sur beaucoup de sujets internationaux, en fait, qui tiennent compte des flux internationaux. Elle est vraiment pas du tout internationaliste. C'est une espèce de repli nationaliste, je ne peux pas le dire autrement, en matière de cordon sanitaire. Et Sarah Wagenknecht donc réussit une percée incroyable. Et elle réussit surtout, à cause de son ancien ancrage d'extrême gauche, à apparaître comme un parti avec qui on peut s'allier. C'est-à-dire, l'AfD est irrémédiablement nazifiée dans l'esprit du personnel politique et des médias, pas tellement dans l'esprit des électeurs, mais Sarah Wagenknecht, pour le moment, bénéficie d'une exception qui peut conduire à des résultats intéressants, parce que peut-être que son parti, qui est présent pas uniquement en Thuringe et en Saxe, comme l'AfD, va pouvoir faire avancer un agenda anti-immigrationniste. C'est vraiment quelque chose qui est à observer de près.
Oui, c'est intéressant, effectivement. Elle vient de la gauche, de l'extrême gauche, Wagenknecht. Elle a flirté avec une plateforme communiste. Et il y a quelque chose dans son discours qui pourrait rappeler un peu le communisme des grandes heures de Georges Marchais, avec une défense de l'ouvrier allemand, avec un nationalisme assumé, en disant, voilà, l'immigration fait peser à la baisse les salaires, l'ouvrier allemand n'est pas protégé, et donc il faut lutter contre l'immigration pour la défense de l'ouvrier allemand. Donc c'est intéressant de voir effectivement ressurgir ce discours anti-immigration de gauche que nous on a connu en France, mais qui a eu qui rappelle Georges Marchais, qui rappelle aussi Robert-Rue, même pendant un temps. Alors Charles de Meyer voulait intervenir, ensuite Jean-Yves Le Gallou. Deux petites précisions. D'abord, pour montrer un peu l'importance de ce qui s'est passé en Thuringe, le Land était avant dirigé par Die Linke, c'est-à-dire par l'extrême gauche, et c'est l'AfD qui arrive en tête. Il faut s'imaginer l'équivalent français de ce que ça veut dire. Je crois que Die Linke perd quasi 15 à 20 points 18%, dans ces élections. Deuxièmement, celui qui l'emporte en Thuringe, il faut dire quelques mots, c'est Björn Höcke, qui est la ligne dure du... Ouais, la ligne dure de l'AfD. Donc ça veut dire que l'opération de diabolisation, il se trouve que je me suis remis à l'allemand pour la rentrée. Donc j'ai suivi les journaux télévisés pendant la semaine passée. Il y avait un reportage par journal télévisé pour rappeler que c'était un parti extrémiste, c'était le terme consacré à chaque fois. Donc le plus radical dans un parti dit extrémiste officiellement dans toutes les interventions, l'a emporté dans une région précédemment dirigée par Die Linke. Je pense que c'est important pour nos auditeurs de voir à quel point c'est un coup de tonnerre. Deuxième élément assez intéressant, on l'a dit, il y a une majorité, il y aura un blocage des 2/3 en Thuringe. Ce qui est très probable, l'AfD n'est pas dans la coalition de pouvoir. Donc ça veut dire qu'ils seront réellement en capacité d'empêcher le gouvernement de Thuringe de faire ce qu'il veut et qu'il y aura une vraie puissance, alors qu'en Saxe, c'est un peu différent. Il y a une autre élection régionale dans 10 jours, je pense qu'Hélène de Lauzun pourra me le confirmer ou l'infirmer, en Brandebourg. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement toute une vague qui va continuer. Et cette vague, elle interroge toutes les droites européennes, puisque les droites européennes ont considéré que l'AfD était totalement infréquentable il y a à peine un mois et demi, au moment de constituer les groupes au Parlement européen. Ils ont été rejetés par le Rassemblement national. Oui, le Rassemblement national a joué sa partition, mais le Rassemblement national n'est pas seul dans cette affaire. Et donc ça interroge tout de même toutes les droites européennes. Le parti le plus diabolisé, avec sa personnalité la plus diabolisée, l'emporte à une élection régionale. Je pense que c'est une interrogation générale pour les droites européennes. Jean-Yves Le Gallou ? Oui, j'ai peu de choses à ajouter parce que je crois que ça a été très bien traité. Je pense qu'il y a un point qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'est-ce que c'est la Thuringe, qu'est-ce que c'est la Saxe ? C'est l'Allemagne centrale en fait. Puisque l'Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Est est passée complètement à l'Est, c'est-à-dire sur les territoires polonais ou autres. Bon. C'est l'Allemagne centrale, c'est Weimar, la Thuringe. La Saxe, c'est Dresde. C'est quand même la grande culture allemande européenne qui bascule. Alors c'est vrai qu'ils ont subi l'influence de la glaciation de l'Est, mais c'est quand même un point important. Deuxièmement, si on regarde en Thuringe, alors, ils ne feront pas une majorité ensemble, je ne pense pas. Mais l'AfD d'un côté, le parti de Sarah Wagenknecht de l'autre, ont la majorité absolue. Ont plus de sièges que les autres, puisqu'il y a des partis qui ont été littéralement éliminés de la représentation. Le dernier point, alors ça c'est un peu une déception, c'est que l'AfD devait avoir une minorité de blocage, avec 41 sièges, c'est-à-dire le tiers plus une voix du Parlement de Thuringe. Et curieusement, aux dernières nouvelles, il y avait une erreur de logiciel informatique. C'est authentique. Il y a une erreur de logiciel informatique. C'est bêta, c'est ballot. Et donc, ils n'ont pas la minorité de blocage. Il leur manque une voix. Oh. C'est vraiment très, très, très dommage. Je crois quand même que l'essentiel de la leçon, c'est qu'effectivement, c'est un échec à la diabolisation de l'AfD et de son chef local, et aussi un échec de la diabolisation avec le fait
que venant de Die Linke, la dirigeante a pu monter très rapidement un parti anti-immigration qui réalise des scores tout à fait importants. Hélène de Lozin et ensuite Xavier Van Lierde. Oui, pour rebondir sur cette idée d'échec de la diabolisation, c'est intéressant de mettre en relation ce qui se passe actuellement en Thuringe et en Saxe avec ce qui se passe en Autriche, puisqu'il y a des élections législatives qui sont prévues pour le 29 septembre, donc dans pas très longtemps. Et on assiste là aussi à une extraordinaire résistance du FPE. Donc le parti libéral qui est justement un peu l'alter ego de l'AFD, pardon. Qui avait été dirigé il y a longtemps par Jörg Haider. Pendant un court instant avant qu'il ne crée son propre parti, le BZ2. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de campagnes pour diaboliser le FPE. Il y a eu toutes sortes de scandales. Il y a eu l'affaire Strache. Bref, on a essayé de lui mettre toutes les casseroles possibles et imaginables sur le dos. Et il s'en tire toujours très bien. Et là, récemment, ce qui défraie la chronique, c'est qu'il y a une vidéo virale lancée par la gauche contre Herbert Kickl, qui est le chef actuel du FPE, qui le dépeint sous les traits d'Hitler, puisqu'il a eu le malheur de se présenter. C'est original. Oui, c'est original. Ils ont une capacité à se renouveler. Voilà. Et donc, M. Kickl a dit qu'il se voyait comme chancelier du peuple, donc Volkskanzler. Donc, vous voyez évidemment venir avec leur gros sabot la gauche. Et cette fois-ci, donc la vidéo est devenue virale, mais pas forcément avec l'effet escompté, puisque Kickl a décidé d'attaquer et de se défendre. Et sur un motif assez original en disant, finalement, ça participe à la minimisation et à la banalisation de l'idéologie nazie. Ce qui est très intelligent. Donc, retourner les armes de l'adversaire contre lui-même. Et tout ça pour dire que l'AfD est donnée en tête des sondages, avec plus de 30% aussi en Autriche, le FPE, pardon. Avec exactement le même phénomène. La diabolisation ne marche pas et il s'en sort toujours. Alors, Xavier Van Lierde, ensuite Philippe Ménard et Jean-Yves conclura sur l'AfD qui a l'air de passionner tout le monde. Je donnerai une anecdote. Xavier. Oui, on a souligné à raison que Sarah Wagenknecht, qui a donc créé ce parti anti-immigration de gauche, était également très radicale sur d'autres dossiers, comme celui des relations internationales, en prenant des positions notamment assez peu et même anti-atlantistes. Mais on peut en dire autant de l'AfD. Et je trouve que c'est un point qu'il faut souligner, c'est que l'AfD n'est pas seulement un parti qui dit on va continuer comme avant, mais avec moins d'immigration, mais qu'il offre une vision du monde réellement, à ses électeurs, une vision du monde réellement alternative. C'est-à-dire que non seulement il est pour la remigration, c'est-à-dire qu'il est radical sur ces questions-là, mais il se signale également par des positions extrêmement anti-atlantistes, anti-globalistes, et aussi avec beaucoup de courage dans la critique des narratifs du système sur les questions d'écologie, d'environnement, de climatique, et aussi, cerise sur le gâteau, sur la gestion de la crise Covid. Ce que signifie donc la victoire de l'AfD, c'est qu'on gagne parfois à avoir un discours extrêmement cohérent plutôt que de jouer sur des petites différences à la marge. Ce que propose l'AfD, c'est un changement de logiciel complet pour la politique allemande, et visiblement, ça a séduit nouvelle bouteille lancée à la mer pour que quelqu'un s'en saisisse, notamment en France, où la démarche quand même des droites nationales, je ne vois pas à qui vous faites allusion, de Marine Le Pen de dédiabolisation, c'est d'éviter tous les sujets qui fâchent, avec un succès certes réel, mais probablement plutôt dû à la dégradation de la situation qu'à un horizon désirable. C'est-à-dire que je pense que pour un électeur de l'AfD, il n'y a pas seulement « ce serait mieux si », il y a vraiment un horizon totalement différent. Ça sera mieux quand, mais qui est source de mobilisation, de plus riant, de renverser la table pour de vrai. Philippe Ménard. Alors, Xavier a tout à fait raison de souligner le caractère enthousiasmant pour le militant de l'AfD d'un parti qui propose une vision. Il faut aussi dire que tout ce mouvement pour lequel que nous suivons avec intérêt n'est possible que parce que le système électoral n'est pas le système français. Et c'est quand même... on trouve admirable que des gens se fassent élire. Dans le monde entier, les gens se font élire comme l'AfD ou le FPE se font élire. Il n'y a qu'en France, en fait, qu'on ne se fait pas élire. Il n'y a qu'en France qu'il n'y a pas de proportionnel. Il n'y a qu'en France que la démocratie signifie... stopper le parti qui arrive en tête. Faire en sorte que les petits partis ne puissent pas exister, ne puissent pas grossir et qu'il n'y ait rigoureusement rien, sinon pour celui qui arrive en tête, même avec une portion minime du fait d'arriver en tête et qui lui permet de rafler la majorité. Donc, voilà, donc bien sûr, il y a quelque chose d'intéressant dans ce mouvement des peuples, mais il suffirait qu'on ait le même système ici
pour que depuis très très longtemps, même le Rassemblement national n'ait pas eu besoin de nous servir de l'eau de boudin en permanence. Il y a eu quand même une époque abjecte et antidémocratique ou possible, où le Front National de l'époque, faisant 15% à des élections législatives, se retrouvait avec une seule élue, qui était Marie-France Stirbois. Il faut quand même s'en souvenir. Hein. C'est-à-dire que c'était une députée qui valait, je ne sais plus combien, 3 millions d'électeurs. Et en 1997, il y avait eu à nouveau un seul élu, M. Jean-Marie Le Chevalier, et le Conseil constitutionnel avait trouvé un argument pour l'invalider. Non, mais le système est quand même assez Le système français est vraiment très solide. Alors, je voulais terminer par une anecdote. Je vous laisse conclure sur l'AFD. À l'AFD, qui a été effectivement, que certains ont voulu marginaliser au Parlement européen, dans le groupe qu'ils ont constitué avec un certain nombre de représentants de partis, principalement de l'Est d'ailleurs, il y a quand même un député français, en l'occurrence Sarah Knafo de Reconquête. Voilà, je termine la parenthèse parce que c'est assez intéressant sur le plan anecdotique, on va dire. Oui, juste pour tempérer l'enthousiasme de Philippe, effectivement, c'est possible d'avoir ces résultats en Allemagne. Néanmoins, parallèle entre la situation allemande et la situation française, on s'arrange pour que 30% des électeurs ne puissent pas gouverner. Des élus, 30% des voix ne puissent effectivement pas exercer le pouvoir. Mais au moins, ils sont élus. Au moins, ils sont élus, c'est vrai. Et la police politique, en l'occurrence l'Office fédéral de protection de la Constitution, s'est arrogé le droit de contrôler le recrutement des assistants parlementaires. Je ne sais pas si c'est le cas dans les assemblées régionales. En tout cas, c'est le cas pour le Bundestag, c'est-à-dire qu'un député n'a plus le droit de choisir son collaborateur parlementaire s'il n'est pas validé par la police politique. Ce qui est quand même une conception de la démocratie un peu particulière. Ah mais très bien, donc il y a de vraies perspectives pour la démocratie française, pour protéger la République un peu plus contre le peuple. Bon, sur ces fortes paroles, Philippe Ménard, on va écouter un petit message qui s'adresse aux auditeurs qui ne sont pas militants, qui écoutent peut-être cette émission, qui l'apprécient, mais qui ne font rien derrière. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Oui, chers auditeurs, voilà, soutenez-nous parce que si vous appréciez cette émission, encore une fois, c'est parce que d'autres auditeurs nous soutiennent. Donc si vous n'avez jamais donné, s'il vous plaît, faites comme tous ces auditeurs militants qui sont responsables, qui prennent leurs responsabilités justement vis-à-vis de l'information qu'ils veulent entendre et aidez-nous donc comme cet auditeur de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qui envoie 50 €. Veuillez recevoir, dit-il, mon soutien à Radio Courtoisie pour ces émissions qui restent bien françaises et pour ces magnifiques musiques classiques, ainsi que les chansons anciennes que l'on n'entend plus sur les autres ondes. J'aimais entendre Gilbert Bécaud avec ses premières chansons qui avaient fait sa gloire. Effectivement, on peut encore entendre ça et toute la programmation de chansons françaises, notamment le lundi. Un auditeur de Clairvaux dans la Creuse qui envoie 50 €. Je souhaite compléter ma cotisation à Radio Courtoisie. L'ouverture des Jeux a été le déclenchement de notre colère. Encore des impôts pour cette horreur. Non, merci. Vous avez bien raison. Une auditrice de Grèce-Armanvilliers, en Seine-et-Marne, envoie 30 € et nous dit « Je vous envoie tous les mois en décembre ma cotisation annuelle, mais cette année, comme les autres années précédentes, je vous adresse un petit complément pour vous aider à passer l'été. J'aime vos émissions et vos rediffusions qui nous remettent dans le contexte d'une époque passée. Tous mes remerciements pour les informations importantes que vous nous apportez. » Chère auditrice, un immense merci déjà de nous avoir soutenus pendant l'été, qui, comme tous les ans, est une période vraiment difficile pour la radio, parce que beaucoup d'auditeurs partent en vacances et éventuellement cessent de nous soutenir. Et ça nous fait plonger, voilà, et il faut dire les choses simplement. Et voilà, donc on a absolument besoin, en réalité, que les auditeurs se mobilisent en été, parce que c'est un des moments de l'année où nous avons le plus besoin d'eux. Et effectivement, on essaye de parler des choses importantes. Là, on va parler dans un instant de la révolte des Anglais contre l'immigration. Et c'est grâce à votre soutien, parce que je vous garantis que vous n'entendrez parler de ça nulle part ailleurs. Une auditrice de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne qui envoie 50 €. Je vous remercie de tout cœur pour vos enrichissantes émissions. C'est nous qui vous remercions, chère auditrice.
Une auditrice d'Argelès-sur-Mer, que l'on remercie aussi, dans les Pyrénées-Orientales, envoie 50 €. Il nous dit « Voici ma modeste participation à la réalisation de vos émissions d'une qualité exceptionnelle qui me fait toujours chaud au cœur, car elles me permettent de croire en l'avenir de notre pays en ces temps si honteusement perturbés. » Eh bien, vous avez bien raison, chère madame. Eh ben, merci de nous écouter et sachez que nous faisons le maximum précisément pour vous soutenir dans ces moments épouvantables que nous traversons. Un couple d'auditeurs de Mathieu dans le Calvados qui envoie 50 €. Je vous envoie avec joie ma contribution annuelle pour vos excellentes et intéressantes émissions, avec tous mes remerciements. Et bien encore une fois, chère madame et cher monsieur, puisque c'est un couple, c'est nous qui vous remercions parce que c'est vous qui nous permettez d'exister et de vous apporter l'information qui vous plaît. Alors encore une fois, voilà. Merci à tous les auditeurs militants qui nous soutiennent, qui nous font exister. Et j'incite vraiment tous ceux qui ne donnent pas à faire un geste parce que c'est vital pour avoir une information de qualité. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être militant. Il s'agit d'être conscient de ses choix. C'est-à-dire, soit on veut écouter le robinet d'eau tiède des médias généralistes, et on le fait, mais dans ce cas-là, pitié, n'écoutez pas Radio Courtoisie. Et si vous écoutez Radio Courtoisie, eh ben, soyez conséquents. Un don de 5 €, c'est déjà un don. Voilà, il suffit vraiment de donner en fonction de ses moyens, de sa générosité, et vous nous aidez à exister pour longtemps et éventuellement aussi à exister peut-être pour vos enfants et vos petits-enfants que nous pouvons aider, que nous pouvons contribuer à former. Voilà, j'en reviens maintenant après le sermon du Père Bouclet. On en revient à notre émission, donc, et un point extrêmement important que je voulais vraiment aborder, c'est cette révolte des Anglais face à l'immigration. C'est un signe, c'est quasiment un signe des temps. C'est-à-dire que la semaine d'émeutes contre les périls de l'immigration de masse, notamment en matière de sécurité, mais aussi en matière d'injustice sociale, parce que les petits blancs, comme on les appelle avec mépris, les petits blancs sont victimes de l'injustice sociale et des droits que l'on accorde de manière irraisonnée à des étrangers. Eh bien, ces petits blancs donc, se sont révoltés, et notamment aussi pour préserver leur identité britannique anglaise. Voilà, donc on se souvient qu'en juillet, le 29 juillet, à Southport, un homme a commis un attentat particulièrement barbare en attaquant une école de danse, au sein de laquelle il a tué 3 fillettes, qui s'appelaient Alice Da Silva Aguiar, 9 ans, B.B. King, alors je ne sais pas si ses parents étaient passionnés de jazz, 6 ans, Elsie Dodd Stancombe, 7 ans. 3 fillettes tuées à coups de couteau, 9 ans, 6 ans, 7 ans, et il en a blessé 10 autres. Alors ce monstre a été présenté par la presse anglaise comme un Britannique né le 7 août à Cardiff, au Pays de Galles. Autrement dit, il est gallois comme vous et moi, et circulé, il n'y a rien à voir, pas un mot sur son nom, pas un mot sur sa religion, pas un mot sur les motifs de l'attentat, parce que c'est quand même un attentat, même si on nous a fait passer ça pour un délire d'exalté ou de déséquilibré, comme on dit. Mais, heureusement, comme en France parfois, eh bien, le 4 août, des lanceurs d'alerte ont révélé l'identité du tueur d'enfants, et cet originaire de Cardiff au Pays de Galles, à votre avis, Philippe Ménard, comment s'appelait-il ? Axel Rudakabana. Oh, chapeau. Mais j'ai révisé avant de venir. Et ça n'était pas prévu. Je pensais que vous alliez lamentablement échouer et que j'allais briller à votre détriment. Alors, dans les messages, donc, il est présenté comme un immigré illégal de religion musulmane. Et là, c'est mignon parce que les médias disent « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai !» L'extrême droite instrumentalise la violence et stigmatise les pauvres migrants islamistes. La preuve, Axel Muganwa Rudakabana est britannique comme vous et moi, mais, entre parenthèses, il est vrai que ses parents sont rwandais. Et là ça a déclenché une émeute, et des Anglais comme vous et moi, mais pour de vrai, cette fois-ci, se sont révoltés et sont allés notamment incendier l'hôtel où résidaient gratuitement et à l'année des dizaines d'immigrés logés donc aux frais du contribuable. Alors, la suite, vous la connaissez peut-être, si vous avez suivi ça, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Le gouvernement anglais, alors qu'il ne l'avait pas fait pour les émeutes raciales qui avaient ensanglanté
le Royaume-Uni en 2013, à Londres notamment, et puis à Brixton encore avant dans les années 70, eh bien là, a réagi avec une violence, mais hallucinante. Ils ont même libéré des détenus 500, pour faire de la place et mettre les petits blancs qui se sont fait arrêter et qui, eux, alors qu'on sait tous que la répression n'est pas la solution et qu'il faut plus de social, plus de bibliothèques, plus d'écoles, etc. Ben là, ils ont tous. Ce qui est vrai par ailleurs, mais. Non, ouais. En tout cas, là, on les a tous mis en tôle et ils y sont encore. Et malheureusement, je crains qu'ils y restent. Et la répression a été d'une violence folle. Alors voilà, je voulais vous partager mon indignation et voir si vous aviez quelque chose à nous dire. Xavier Vandelire, je crois que c'est un sujet qui vous a beaucoup passionné. Oui, c'était juste pour préciser que les gens qui ont été mis en prison ne sont pas seulement ceux qui ont participé à des manifestations violentes, mais ceux qui se sont contentés de faire des tweets ou des messages sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, laissant entendre, et je dis bien laissant entendre, qu'ils soutenaient ces manifestants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont effectivement participé à ces manifestations tournant ponctuellement aux émeutes, parce qu'il y a eu énormément de manifestations. Il n'y a pas juste un rassemblement devant un hôtel, il y en a eu dans une dizaine de villes britanniques de façon spontanée. Et ceux qui sont mis en prison, tenez-vous bien, il suffisait simplement de reposter sur un réseau social un message faisant état de ces manifestations pour finir accusés devant les tribunaux, voire mis en prison. C'est dire le niveau de répression. Ce n'est pas seulement contre les manifestations physiques, c'est ceux qui prenaient position, voire relayer l'existence de ces manifestations. C'est complètement dingue. Absolument. Philippe Ménard, un mot sur ces émeutes ou Jean-Yves Le Gallou ? Juste un mot, Philippe Ménard, et donc je vais en parler pendant 18 minutes. Bon. C'est le fait que ces émeutes ont lieu dans un territoire bien précis en fait, du Royaume-Uni, qui est un territoire qui avait déjà, il y a quelques années, défrayé la chronique avec ce qu'on a appelé les grooming gangs, autrement dit, cette révélation de sévices sexuels pratiqués par des communautés d'origine étrangère, dont pakistanaises et musulmanes, à l'encontre des petits ouvriers blancs. Il y avait là une espèce de déni de justice absolument stupéfiant qui a mis des années à sortir et qui effectivement est sorti, avec là aussi d'ailleurs un traitement assez bizarre de la chose par les autorités anglaises qui ont quasiment mis un blackout sur l'ensemble des procès qui ont eu lieu, avec là aussi des lanceurs d'alerte qui se sont retrouvés en tôle. Mais le point est, les ouvriers blancs qui se sont révoltés en 2024 contre l'immigration sont les ouvriers blancs qui sont dans des villes où il y a eu des milliers de jeunes filles, et quand je parle de jeunes filles, je parle de gamines et pas de jeunes filles pubères, qui ont été esclavagisées par des communautés musulmanes et des communautés étrangères qui bénéficient en fait du système démocratique anglais qui vaut ce qu'il vaut, où à partir du moment où une communauté se constitue et est capable de montrer qu'elle est représentée, obtient effectivement des droits, une représentation, une existence municipale. Ce que les ouvriers blancs n'ont jamais réussi à faire. Oui, alors voilà. Ça, on peut se demander pourquoi. Il n'y a pas de parti ouvrier depuis des dizaines d'années. Les ouvriers blancs, en fait, sont les oubliés de l'Empire britannique. Chaque fois qu'une communauté est capable de se créer, elle se crée. Et ce sont les étrangers et ensuite les citoyens de nationalité britannique, mais d'origine étrangère à la première, deuxième ou troisième génération, qui sont capables de s'organiser. Si les ouvriers blancs ont réagi de cette manière-là, c'est parce qu'évidemment, le souvenir de ces viols, de cet esclavage, et une fois plus, on parle de, par exemple, 1500 personnes sur une population de 100 000 habitants pour la ville de Rotherham. Donc, autrement dit, c'est pas anodin, c'est énorme. Comme diraient les voilà. Et avec, une fois de plus, la manière dont les policiers ont fini par expliquer qu'en fait, il aurait été très raciste de leur part de soupçonner des musulmans pakistanais, et donc il était bien normal que ces filles d'ouvriers blancs soient considérées comme des cassos et en fait des filles faciles, parce que c'était beaucoup plus simple à expliquer. Bah oui. Puis à 6 ans ou 8 ans, le terreau sur lequel a prospéré cette colère, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le gouvernement de gauche, qui vient d'être élu le 4 juillet, donc un mois avant les émeutes, réagit. C'est qu'en fait, il y a un déni de justice qui est profond, et il y a exactement le même déni de justice en Angleterre qu'en France, c'est-à-dire la gauche a abandonné la classe ouvrière. Complètement. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je crois qu'il y a 6 mois à peu près, Mathieu Bock-Côté a publié un ouvrage qui s'appelle « Le totalitarisme sans le goulag », où il est en train de montrer toute la mise en place de procédures
totalitaire d'interdiction de la liberté d'expression, d'interdiction des libertés individuelles dans l'Occident. Or, on voit apparaître avec l'affaire anglaise le totalitarisme et le goulag. Alors, on ne va pas les envoyer peut-être en Sibérie, parce que l'Angleterre n'a pas de Sibérie. De la prison pour un tweet, on fait de la prison. Alors, dans les peines de prison, il y a des peines de prison, effectivement, qui sont liées à des actions lors des manifestations, mais qui, au regard du standard français, c'est absolument pas grand-chose, hein. C'est un envoi de poubelles vers les boucliers des policiers, ce qui se fait quand même couramment. Je ne dis pas que c'est bien, ça c'est la prison, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs au standard français, mais même pour des tweets, il y a quelqu'un qui revenait, qui avait tweeté depuis, ou qui a fait des posts Facebook depuis l'étranger, il a été cueilli à l'aéroport quand il est revenu en Angleterre. Hein, et vous connaissez la formule de Churchill. Qu'est-ce qu'une démocratie ? La démocratie, c'est quand une voiture s'arrête devant chez vous à 6 heures du matin et que c'est le laitier. Eh bien, aujourd'hui, dans la Grande-Bretagne du gouvernement travailliste, quand une voiture s'arrête à 6 heures du matin devant chez vous, ce n'est pas le laitier. D'ailleurs, il n'y a plus de livraison de lait. Il n'y a plus de laitier. C'est la police politique. Xavier Van Lierde. Oui, l'affaire anglaise est tout à fait symptomatique d'un raidissement et d'une dérive totalitaire générale à l'Occident, tant et si bien d'ailleurs que le gouvernement britannique s'en est pris à Twitter et Elon Musk parce qu'il refusait de censurer les prises de position des uns et des autres sur son réseau social à propos de cette affaire. Et tant et si bien que dans le Guardian, grand journal de gauche, l'équivalent du britannique, Monde, on en est quand même au 3e article cette semaine qui explique qu'il faut brimer Elon Musk, et même l'un des articles qui appelle carrément à le mettre aux arrêts et à l'arrêter aussitôt que possible. Alors que la répression ne sert à rien, on le sait. À l'emprisonner. Autant dire que ces gens ont vraiment un pathos totalitaire extrêmement affirmé. Mais tout cela a commencé bien avant. On parlait du déni et du drame de ces gangs de Pakistanais qui a dû jouer un rôle. Je pense qu'il y a un autre traumatisme qui a joué un énorme rôle, c'est le déni des véritables ressorts du vote pour le Brexit. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques années, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne avec comme promesse le fait de retrouver d'une part leur identité et leur souveraineté, de reprendre leur destin en main. Et en réalité, l'une des raisons majeures du Brexit, c'était l'argument selon lequel si on ne sort pas de l'Union européenne, on ne pourra pas maîtriser l'immigration. Or, il se trouve que les gens qui ont mis en œuvre le Brexit, aussitôt arrivés aux affaires, n'ont pas tenu cette promesse. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en Grande-Bretagne que depuis le Brexit. Et même pire, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'immigrés issus de l'Union européenne, comme les Polonais, en sont partis car les facilités n'existaient plus pour eux, et ils ont été remplacés par des immigrés venant du tiers-monde, et bien entendu, ce n'était pas ce que souhaitaient les Britanniques. Et donc ce refus permanent de comprendre la volonté des peuples finit nécessairement, puisqu'on ne règle plus les problèmes politiquement, puisqu'on n'entend plus les aspirations politiques, et bien finit par dégénérer, car c'est malgré tout le signe d'un échec démocratique que des choses se terminent en émeute dans un pays. Eh bien, voilà, je crois qu'il faut méditer le cas anglais, c'est-à-dire que si on ne règle c'est malheureusement un signal inévitable. Oui. Politiquement, eh bien, comme Elon Musk l'a dit, la guerre civile sera inévitable. La guerre civile n'étant pas un horizon désirable, il faudrait qu'un certain nombre de gens acceptent, bon sang, une bonne fois pour toutes, que ces niveaux d'immigration, de submersion migratoire ne sont pas tolérables et mènent à des troubles extrêmement graves. De ce point de vue-là, le cas anglais n'est probablement pas un chant du cygne, mais probablement l'annonce des temps extrêmement difficiles et des années décisives qui sont devant nous. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, ça rappelle aussi, avant de donner la parole à Jean-Yves Le Gallou, ça rappelle quand même une chose, c'est que tout cela n'arrive pas par hasard, de manière précipitée, inattendue. Ça a été annoncé dans les années 1960 par un politicien prophétique qui s'appelait Enoch Powell, qui avait écrit un fameux discours qu'on a surnommé le discours des fleuves de sang, qui est, on en parlera dans 5 minutes, je laisse la parole à Jean-Yves Le Gallou, mais c'est vraiment important pour tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent s'intéresser à ce sujet, à ce sursaut britannique, de comprendre que ça n'est pas une surprise, parce que tout a été dit, archi décrypté, en 1960, quand il était temps, 68, oui, de tout arrêter. Jean-Yves Le Gallou, pardon. Oui, juste un mot par rapport à ce qu'a dit Xavier, pour les chiffres. En Angleterre, en Grande-Bretagne, au cours des 2 dernières années, il est rentré 1 million
200 000 ou 1 300 000 étrangers. Il en est resté le solde, parce qu'il y en a quand même qui en partent, le solde, c'est 800 000 par an. 800 000 par an. Donc on est là dans un processus de submersion migratoire qui s'accompagne de deux grandes villes. Qui s'accompagne de la répartition de ces migrants dans les villes et les villages, avec des locations d'hôtels, comme on le voit en Irlande, comme on le voit aussi en France. Je rappelle qu'en France, les entrées brutes, c'est au cours des 2 dernières années, c'est 500 000. C'est un peu moins qu'en Angleterre, mais c'est quand même considérable. Et les entrées nettes, c'est entre 350 000 et 400 000. Donc on est dans des chiffres à peu près comparables, avec la même volonté de répartition de ces clandestins, de ces migrants, sur l'ensemble du territoire, et une répression féroce. Quand il y avait eu des manifestations contre des foyers de migrants en France, il y a une répression féroce qui se met aussi en place dans ce cas-là. Vous avez un rebond sur ce qui vient d'être dit par Jean-Yves ou... Non, je plus sois. On remarque d'ailleurs à cette occasion que cette volonté de dilution des flux dans l'ensemble du territoire est quelque chose qu'on retrouve absolument dans tous les pays d'Europe, et que donc on en est quand même à quelque chose d'organisé, de réellement organisé. Cette submersion migratoire ne se fait pas malgré nos dirigeants, elle se fait avec leur volonté, et les appareils d'État sont mobilisés pour faire en sorte qu'elle soit imposée au peuple. C'est quelque chose qu'il faut se rentrer dans la tête. Moi, j'ai passé ma vie à entendre des braves gens dire il faudrait quand même dire aux députés qu'ils se ressaisissent, et je vais leur écrire et faire une pétition, et peut-être qu'ils vont comprendre. Non, ils ont très très bien compris, et ils font ça à dessein. Oui. Voilà. Oui, parce qu'encore une fois, tout a été dit. Et je pense aussi, parce qu'il y a quelque chose d'injuste à mon avis, c'est qu'on a accusé quand même les Anglais d'être des gros beaufs racistes bas du front. Et la preuve, c'est que le Monde ou Libération nous expliquait très doctement qu'il y avait toutes les chances que ça recommence, puisque des matchs de football étaient attendus en Angleterre. Sous-entendu, c'est les hooligans qui sont des salopards et des gens violents. La réalité, je pense que, d'abord, la sociologie des Anglais qui se sont révoltés, elle est extrêmement variée. C'est-à-dire qu'on voyait aussi bien des petites dames de 70 ou 80 ans, alors qui n'allaient pas casser les vitres, mais qui applaudissaient, qui disaient qu'effectivement, il y en avait marre, et qui étaient solidaires de ceux qui portaient finalement leur colère et leur détresse. Et je crois vraiment que les Anglais ont fait tout ce qu'ils ont pu pour accueillir ces masses immigrées de manière courtoise, de manière digne, de manière humaine. Ensuite, ils ont compris que ça les menaçait, ils ont commencé à voter conservateur. Ensuite, ils ont voté pour le Brexit, comme le rappelait Xavier Van Lierde. Et comme aucun de ces signaux n'a suffi, et comme certains immigrés, pas tous évidemment, mais quand même une partie, se comportent de manière absolument inacceptable, et que l'État, et c'est ça aussi, c'est aussi que l'État n'assume pas son rôle de détenteur de la violence légitime. C'est-à-dire qu'il n'assure pas cela. Et bien à la fin, les pauvres gens sont bien obligés de se défendre s'ils veulent survivre ou s'ils veulent manifester leur colère. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'important de souligner que les Anglais qui ont fait cela ne sont pas des ordures sanguinaires, des hooligans, mais des gens poussés à bout. Et je ne sais pas quand est-ce que chez nous ça va arriver. Ah, c'est peut-être un peu arrivé avec ce qui est arrivé à Crépol. Je ne sais pas si ça vous... Chez nous, ça n'arrive pas parce que pour l'instant, il reste un espoir politique. C'est-à-dire qu'il y a un parti, le RN pour ne pas le nommer, qui incarne cette possibilité que peut-être un jour cela se règle de façon politique. L'horizon s'éloigne et la situation s'aggrave parce que ça fait quand même malgré tout plus de 40 ans qu'on espère que ce parti arrive au pouvoir. Mais je pense que réellement, il joue le rôle de la soupape sur la bouilloire aujourd'hui. Oui, on peut supposer ça, effectivement. Non, juste, le Premier ministre espagnol a expliqué que, bien sûr, l'immigration était une richesse et une chance pour l'Espagne, mais il a expliqué aussi que la remigration était une idée très intéressante. Donc, comme il est socialiste, donc là aussi, il y a de temps en temps, j'espère que c'est un signal faible, mais il y a de temps en temps une expression qui est surprenante, puisqu'il est en train quand même d'expliquer qu'une immigration non choisie
n'est absolument pas une immigration souhaitable et que donc personne n'a droit de rentrer en Espagne comme il veut. Et quoi qu'en dise le pape François, qui nous a expliqué que désormais il était officiellement un péché à ses yeux, sinon aux yeux de l'Église catholique, de refuser l'accueil de l'autre. En tout cas, même un Premier ministre espagnol socialiste est capable d'expliquer que les immigrés parfois sont mieux chez eux que chez nous. Oui, ça fait penser à ce sketch des inconnus, vous savez, sur les publicitaires qui se demandaient comment concilier les immigrés dehors et bienvenue aux immigrés, je sais plus. Et où ils avaient trouvé ce slogan qui était « Maghrébins, ne partez pas tout de suite ». Ça me fait un peu penser à ce ministre espagnol. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit, c'est que dans l'affaire britannique, c'est que le cosmopolitisme, le globalisme et l'immigrationnisme riment définitivement avec totalitarisme. Hein. Oui. Et on le voit parce que l'ensemble de l'appareil d'État, vous disiez, le monopole de la violence légitime, légitime, ça, mais ils l'utilisent, mais uniquement de façon illégitime contre leur propre peuple. Et ça, c'est vrai en Grande-Bretagne, mais c'est vrai à des degrés moindres ou avec plus d'habileté et de dissimulation dans l'ensemble des pays d'Europe. C'est vrai en Thuringe, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Belgique et tout spécifiquement en Wallonie, c'est vrai en France et dans tous les pays d'Europe. La force de l'État ne s'exerce plus que contre son propre peuple. Alors, il nous reste peut-être 1 minute pour lire 1 ou 2 messages d'auditeurs. Malheureusement, il y en a beaucoup, mais... Une auditrice comment expliquez-vous la contre-manifestation des Anglais en faveur des migrés ? À mon avis, ça, c'est la mobilisation extrême de tout un système pour réunir un certain nombre de gens de gauche, effectivement, un peu comme en France, où on a des manifs anti-RN, quoi. Un autre auditeur, à propos des émeutes des Petits Blancs en Angleterre, une image symbolique pourra être retenue à propos des drapeaux arborés par les manifestants. Du côté des Petits Blancs, l'Union Jack, pour une fois associé au drapeau écossais. De l'autre côté, drapeau palestinien, LGBT et anarchiste. Eh ben oui, voilà. Choisis ton camp, camarade. Alors, sur ces fortes paroles, on va conclure sur le cas anglais. Donc, puisque l'État punit les victimes et qu'il entretient les causes du malheur national, on peut être certain que sous les ponts de Londres, en attendant les ponts de la Seine, les fleuves de sang n'ont pas fini de couler. Sur ce, notre émission, chers amis, se termine. Merci à Françoise, Philippe Ménard, Hélène Delauzin, Xavier Van Lierde, Charles de Meyer, Jean-Yves Le Gallou et Stéphane d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des Legos, parce que c'est un sujet passionnant. Ah oui.